Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comme Si, qui va être le premier d'une série dans laquelle je vais vous décrire ce que j'appelle le modèle Cray. Alors le modèle Cray, c'est une espèce de modélisation que j'ai faite il y a quelques années, qui est une synthèse de plusieurs idées, de plusieurs théories que j'ai essayé de faire sous forme de schéma et dont je me servirai pour expliquer successivement certaines étapes importantes du développement de l'enfant. Deuxièmement, un autre concept autour de la dissociation, de la réassociation. Troisièmement, un certain mode d'utilisation de la question des ressources. Et quatrièmement, surtout, une modélisation du psychotraumatisme et de la gravité progressive qui peut arriver dans les psychotraumatismes. Et puis je ferai aussi une cinquième vidéo pour expliquer les sources d'où est venue cette synthèse, cette agglomération de concepts qui ont donné lieu au modèle Cray. Alors, c'est une modélisation personnelle qui n'engage que moi, que j'ai écrit dans quelques articles ou bouquins, mais qui est une synthèse de plusieurs idées et qui ne se prétend pas être une vérité, mais simplement une modélisation schématique, pratique, je l'espère, et pragmatique, en tout cas, pour visualiser de façon, j'espère, relativement simple, à la fois la question du développement, des ressources, de la dissociation et du psychotrauma. Donc ce premier épisode va parler de ces éléments fondamentaux de la vie psychique et la façon dont ils arrivent dans le développement de l'être humain. Donc le modèle Cray, les 4 lettres C-R-A-I, retenez-le d'emblée, ça veut dire corps, relation, action, intention. Corps, relation, action, intention, ça fait Cray. En général, je le schématiserai par 4 lignes qui iront du bas vers le haut, la ligne corps, relation, action, intention, successivement sur l'écran, et vous pouvez le faire sur le papier si vous voulez suivre un petit peu. Première étape, la question du corps. Quand un nouveau-né arrive au monde, on pourrait dire en quelque sorte qu'il n'est qu'un corps. Il est essentiellement constitué de son corps, c'est-à-dire qu'au niveau de son esprit, de son cerveau, tout est à faire. Il a un grand nombre de capacités d'apprentissage, il est une machine à apprendre, une machine à engranger des connaissances, il est formaté d'une certaine manière qui lui permet d'apprendre de façon optimale un certain nombre de connaissances utiles, il a aussi quelques réflexes, mais le contenu n'est pas forcément rempli, lui, et tout reste à écrire. Ce qui fait qu'au début, l'essentiel de ses interactions avec le monde environnant se fait par l'intermédiaire de son corps, et plus exactement de ses besoins corporels. Quand des parents viennent d'avoir un bébé, un nourrisson, vous le savez si vous avez des enfants, ou si autour de vous vous avez vu des enfants naître, au début, toutes les interactions sont autour du corps, la préoccupation permanente en quelque sorte des parents ou de ceux qui s'occupent de l'enfant, c'est de savoir si ses besoins corporels sont satisfaits. Est-ce qu'il a pas trop froid, pas trop chaud, est-ce qu'il a suffisamment à manger, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il a suffisamment d'affection, est-ce qu'il est rassuré par la présence physique, est-ce que ses besoins primordiaux, primaires, est-ce qu'il respire bien, sont satisfaits, est-ce que son corps, en quelque sorte, est en sécurité. Une autre dimension de cet aspect corporel, c'est ce que certains théoriciens du développement et de l'attachement appellent en quelque sorte l'omnipotence du nourrisson. C'est-à-dire qu'à son niveau, il n'a pas conscience de sa propre personne, il n'a pas conscience d'être un individu, il n'a pas conscience qu'il y a d'autres individus, il a l'impression que les réactions de son corps entraînent des modifications autour de lui, comme si c'est lui qui faisait tout. Pour prendre un exemple simple, si l'enfant a faim, il va sentir une sensation désagréable dans son ventre, qu'il n'identifie même pas avec de la faim. D'ailleurs, c'est une sensation désagréable qui va entraîner un réflexe de crier, de pleurer, et quand il va crier, eh bien ses parents qui font attention à lui vont lui donner à manger. Mais à son niveau, depuis son point de vue, le cri a créé en quelque sorte l'apparition du sein, du biberon ou de ce qui va le nourrir et apaiser son besoin. Il va bouger le bras, le tonnerre va gronder dehors. À son niveau, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas le mouvement du bras qui va entraîner le bruit? À son niveau, il n'a aucun moyen de le savoir. Et en quelque sorte, la sécurisation de l'enfant et de son corps passe par le fait, en quelque sorte, de renforcer cette omnipotence. C'est-à-dire que quand il a
une réaction, les parents vont en quelque sorte essayer de savoir ce qui se passe et de répondre en fait à cette sollicitation. Et donc ils vont en quelque sorte renforcer cette sensation d'omnipotence, au moins en partie, et ça va donner un sentiment de sécurité à cet enfant. Et vous verrez que le maître mot de cette vidéo sur le modèle Cray en ce qui concerne le développement, c'est la sécurité. On ne passe à un niveau supérieur que si on a sécurisé le niveau d'en dessous. Il est très important que les besoins basiques primordiaux corporels du nourrisson soient au maximum satisfaits et au mieux des capacités des parents. Cette préoccupation-là, attention, pas la réussite de cette préoccupation, pas toujours arriver à satisfaire, c'est impossible, mais la préoccupation, essayer d'y faire attention, essayer de sécuriser son enfant au maximum, c'est vraiment ça, en fait, dans le principe que le fameux Winnicott appelait une mère suffisamment bonne. Une mère suffisamment bonne, donc un parent suffisamment bon, finalement, c'est un parent qui fait au mieux de ce qu'il peut, il fait comme il peut pour aider son enfant à être au maximum en sécurité, surtout pas de façon parfaite, mais avec une vraie préoccupation pour la sécurité corporelle de son enfant. Si l'enfant a été sécurisé au niveau corporel, suffisamment, pas parfaitement, mais suffisamment, alors il peut passer au niveau supérieur. S'il n'a pas été suffisamment sécurisé, alors tous les professionnels de la petite enfance et de la très petite enfance le savent, les négligences, les carences précoces et sur des besoins vitaux peuvent entraîner des gros dégâts en termes de développement. Un enfant qui a été très négligé, notamment au niveau des besoins de base de nourriture, de contact physique, etc., peut avoir des gros problèmes de développement. Si l'enfant a été suffisamment sécurisé, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'apercevoir que cette sécurité n'est pas parfaite. C'est-à-dire, il va s'apercevoir que ça ne marche pas à tous les coups. Il va s'apercevoir que parfois il crie parce qu'il a faim, et puis ça n'arrive pas tout de suite. Parce que les parents sont occupés, parce que les parents avaient autre chose en tête, parce que les parents n'ont pas déchiffré tout de suite quel était le besoin de l'enfant. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il a froid? Non, c'est pas ça. Il a besoin qu'on le prenne dans les bras, ou il est gêné par quelque chose, ou il a faim, mais c'est bizarre, il a mangé il n'y a pas si longtemps. Tu crois? Alors on lui redonne à manger, et puis en fait, oui, il avait faim. Ce délai-là de compréhension va lui faire réaliser quelque chose de très important. On pourrait même dire, moi je pèse mes mots, hein, je pense qu'il va faire la plus grande découverte en fait de toute son existence. Il va découvrir qu'il n'est pas seul. Il va découvrir qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a des choses qui dépendent d'autres personnes. Et il va commencer à entrer en interaction. Après avoir été dans le monde du self, dans le monde du corps, il va entrer dans le monde de l'interaction et s'apercevoir qu'il peut interagir avec d'autres. Et c'est vraiment, ça fait partie des premiers éléments de développement. De la même manière, dans les relations, il va chercher la sécurité, il va chercher la relation sécure. Il va chercher à savoir sur qui il peut compter et de quelle manière il peut compter sur cette personne. Il va commencer à agir de façon différenciée avec les uns ou les autres. Il va commencer à s'habituer au fait que tout le monde ne répond pas aux besoins de la même manière. Il va solliciter les gens différemment. Et en fait, assez rapidement, il y a des études qui ont montré que même les pleurs du nourrisson, très rapidement et très vite en fonction des interactions, se modifient. Les pleurs sont déjà une forme de communication élaborée et pas juste une réaction bête et physiologique. Très rapidement, il y a une dimension sociale aux pleurs du nourrisson. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de réponse absolue à la question de faut-il laisser pleurer son bébé, faut-il ne pas le laisser pleurer, un peu, beaucoup, jamais, à la folie, pas du tout. Les réponses sont variables et complexes, et la dimension qui les rend complexes, c'est que c'est déjà une interaction sociale qui se co-construit en relation, et je vous mettrai dans la description un excellent article d'une excellente journaliste qui vous donnera quelques éléments de réflexion pour ceux qui sont intéressés particulièrement par la question des pleurs du nourrisson. Je reviens à mon sujet, l'enfant va commencer à entrer en interaction et va essayer de sécuriser ses interactions. Quand il sécurise ses interactions, quand il sait sur qui il peut compter et de quelle manière il peut compter sur les personnes, alors il peut passer au niveau supérieur qui est le monde de l'action. Après l'interaction arrive l'action, il va pouvoir commencer, parce qu'il se sent en sécurité au niveau de son corps et au niveau des relations, il va pouvoir entrer dans le monde de l'action et explorer le monde. Et son mode d'exploration principal, bien sûr, sera le jeu. Et un enfant joue
quand il se sent en sécurité. Un enfant apprend en jouant, il explore en jouant. Mais tous les professionnels, là aussi, de la petite enfance vous le diront, un enfant qui ne joue pas, un bébé qui ne joue pas, c'est mauvais signe. Un bébé qui ne joue pas, c'est qu'il a un problème de sécurisation, et ce problème, il peut être soit au niveau de son corps, un enfant qui est malade physiquement, qui a une douleur physique, eh bien, il ne va pas forcément l'exprimer que en criant ou en pleurant. Il y a des enfants, quand ils ont une douleur physique ou une gêne physique, eh bien, ils arrêtent de jouer. Il y a aussi un problème en termes d'interaction qui peut entraîner des difficultés d'explorer le monde. Un enfant qui vit des conflits, qui vit de la violence, qui vit des interactions compliquées avec des caregivers, avec des gens qui s'occupent de lui, qui ne sont pas dans des interactions qui sont sécurisantes pour lui, va aussi avoir des difficultés à explorer le monde, à jouer, à découvrir et à apprendre. Alors, il y a certains domaines où on voit très bien le lien qu'il y a entre la sécurité relationnelle et la possibilité d'explorer le monde. Si je prends l'exemple de l'apprentissage de la marche, par exemple, un enfant va apprendre à marcher, et puis il y a un moment, il essaye de marcher, il n'est pas encore très stable, il doit tenir la main, et l'adulte doit lui lâcher la main pour qu'il puisse s'autonomiser. Et si l'enfant a vraiment intégré cette sécurité relationnelle, c'est-à-dire s'il se dit en somme, je peux avancer de toute façon, même si je tombe, il n'est pas loin pour m'aider et pour me rattraper, si j'arrive à faire passer ce message à l'enfant qui est mais tu peux y aller, et peut-être même que tu vas tomber, de toute façon on ne peut pas apprendre à marcher sans tomber de temps en temps, mais je suis là, je ne serai pas loin, et je te rattraperai si tu tombes, ou je serai pas loin, je serai dans la pièce si jamais tu tombes, donc tu peux y aller, vas-y. S'il a intégré cette sécurité, il va avancer, il va marcher. S'il n'a pas encore intégré cette sécurité, il va peut-être se retourner pour vérifier. Et il ne va pas arriver à marcher parce que c'est très dur de marcher en regardant derrière soi. Et petit à petit, les choses vont se faire, et quand il se sentira en sécurité, alors il acceptera cette exploration. Ce que je dis pour la marche est encore plus vrai pour le vélo. Essayez de faire du vélo en regardant derrière vous. Et ça me rappelle d'ailleurs cette scène qu'il y a dans un magnifique film. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est un vieux film qui s'appelle Kramer contre Kramer avec Dustin Hoffman. Je vous raconte évidemment pas la fin du film, mais le contexte, c'est que c'est un couple avec un enfant, et le mari est quelqu'un qui est un homme d'affaires extrêmement occupé, qui consacre très peu de temps à sa famille et à son enfant, qui est tout le temps pris dans ses affaires de businessman. Et sa femme, un jour, en a marre, et du jour au lendemain, mais vraiment d'un seul coup, elle part. Elle part en claquant la porte, et elle lui laisse l'enfant. Et lui, il se retrouve seul avec cet enfant dont il ne sait pas s'occuper, dont il n'a pas de temps pour s'occuper, mais il va se retrouver bien obligé. Il va commencer à faire des sacrifices en termes de travail, passer plus de temps avec lui, apprendre à s'occuper de lui, apprendre à être en lien avec lui. Et il y a un très beau lien qui va se développer entre eux, sauf que madame va revenir et va intenter un procès pour récupérer la garde de cet enfant. Sauf qu'entre-temps, monsieur n'est plus d'accord parce qu'il a développé ce lien tellement fort avec son fils. Et donc c'est l'histoire autour de ce procès de l'un contre l'autre, de Kramer contre Kramer, monsieur Kramer contre madame Kramer, au sujet de cet enfant. Je ne vous raconte pas le dénouement, je vous laisse aller voir le film, juste pour dire qu'il y a une scène extrêmement célèbre et magnifique, et extrêmement bien filmée, et qui émeut beaucoup de gens, et souvent les gens ne savent pas trop pourquoi ils sont émus, mais ils sentent que cette scène est importante. C'est la fameuse scène du vélo, justement, où le papa est là en train d'essayer d'apprendre à son enfant à faire du vélo, et il est derrière du vélo sans les roulettes, et il le pousse, il le pousse, il le pousse, et il lui dit vas-y, 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 et il finit par le lâcher, et l'enfant avance, et c'est très intéressant parce que le point de vue est mis sur l'enfant, donc l'enfant reste net, la caméra recule, le papa devient de plus en plus flou, et on l'entend encore l'encourager, ouais super, vas-y, etc. Et on voit au premier plan, en travelling arrière, le visage de cet enfant qui pédale. Cette scène, elle est fondamentale, et c'est une scène pivot du film, c'est la scène où on comprend que ça y est, quelque chose s'est passé, et qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit la sécurité relationnelle qui permet de s'autonomiser en termes d'exploration du monde. Et c'est d'abord parce qu'il y a une sécurité qu'il y a ensuite une autonomisation. C'est une notion très importante que la sécurité précède l'autonomie. De façon globale, comment est-ce que l'enfant explore le monde? Il l'explore comme un scientifique. Il l'explore en faisant des expériences scientifiques. Des expériences scientifiques, c'est-à-dire qu'il essaye, il recommence, il réessaye, il s'acharne. Si vous avez déjà vu un enfant apprendre à marcher, il s'y entraîne pendant des mois et des mois. Un enfant apprendre à utiliser certains jeux ou jouer, il ne se lasse pas. Un enfant qui veut jouer avec vous à un jeu et rejouer encore et encore et encore et encore au même jeu, vous en avez souvent marre, plus vite que lui, parce que lui, il explore toutes les facettes du jeu, et surtout, il explore les lois
physiques du monde, les lois de l'action qu'on a sur le monde. Exemple très célèbre, c'est cet âge, beaucoup plus petit que la marche ou le vélo d'ailleurs, cet âge où l'enfant par exemple prend un jouet, le lâche par terre. On lui remet le jouet sur la table, il le prend, il le lâche par terre, et on lui remet sur la table, et il peut recommencer comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Alors il y a des pauvres parents, hélas, qui croient que c'est par provocation qu'il fait ça, que l'enfant fait ça pour les embêter. Alors non, pas du tout, on comprend assez bien aujourd'hui qu'en fait l'enfant fait ça pour apprendre un phénomène extrêmement important qui est la gravitation. La gravité qui fait que quand on lâche un objet, il tombe. Aujourd'hui, vous n'avez aucun problème à imaginer que si je lâche un objet, il va tomber. Si d'ailleurs il ne tombe pas ou qu'il se met à monter, vous allez dire il y a quelque chose qui colle pas. Hein. Comment vous savez que quand on lâche un objet, ça tombe? Même si vous n'avez aucune notion de ce qu'est la force de gravité, vous savez que quand on lâche un objet, ça tombe parce que vous l'avez appris par l'expérience. Vous avez recommencé, recommencé, recommencé pour être vraiment sûr que vraiment à chaque fois qu'on lâche un objet, ça tombera toujours. Et ça, c'est une vraie exploration scientifique. Je voudrais citer un des meilleurs vulgarisateurs scientifiques du web francophone, bien sûr, c'est Bruce Benhamran. Dans la chaîne Y Penser, il y a un des épisodes qui s'appelle l'endroit le plus dangereux du monde, où il parle de l'effet cigogne, et il dit cette phrase géniale que je vous diffuse là maintenant. Un scientifique aguerri est un scientifique qui ne cherche pas à prouver que ce qu'il pense est vrai. Un scientifique aguerri cherche à prouver que ce qu'il pense est faux. Et c'est seulement en n'y arrivant pas suffisamment longtemps qu'il finit par se convaincre que ce qu'il pense est vrai. L'enfant est un vrai explorateur scientifique. Il voit quelque chose tomber, il se dit quand on lâche un objet ça tombe, mais je vais vérifier. Je vais voir si jamais des fois ce n'est pas faux. J'essaye de voir que ce que je pense est faux, et quand un certain nombre de fois j'aurai montré que ce n'est pas faux, alors peut-être je pourrais m'autoriser à penser que c'est bien vrai qu'à chaque fois qu'on lâche un objet, ça va tomber. Et vous pouvez voir, c'est pareil avec tous les éléments d'action. L'exploration des lois du monde, c'est aussi l'exploration des lois, des réactions des autres gens. Nous faisons partie, nous les adultes, des objets, entre guillemets, que l'enfant explore pour savoir comment on fait. Il y a toujours cet âge où, par exemple, un parent va disputer son enfant qui a fait une bêtise quand il est petit, et l'enfant ne va pas réagir, il va le regarder, ni vexé, ni embêté, juste avec curiosité. Dans sa tête, il est probable que ce qui se passe, c'est plutôt quelque chose du genre ah, ok, donc quand moi je fais ça, toi tu réagis comme ça. Seulement, vous le savez bien, pour être sûr, bah, l'enfant va recommencer pour voir si on réagit de la même manière. Il y a des parents qui pensent que c'est par provocation qu'un enfant recommence. La plupart du temps, surtout quand il est tout petit, un enfant recommence par exploration. Exemple très célèbre, c'est le gamin qui met les doigts dans la prise. Quand un gamin s'approche de la prise de courant, en général, on lui enlève la main de la prise. Quand on lui enlève la main de la prise, en général, il nous regarde dans les yeux et il remet la main dans la prise. Si on l'interprète comme une provocation, on va avoir tendance effectivement à le disputer. Il y a même des gens qui sont partisans de méthodes plus violentes, qui vont dire qu'il faut taper sur la main de l'enfant. Donc effectivement, ils vont vous dire ça marche. Alors effectivement, ils vont faire un conditionnement aversif, c'est-à-dire que l'enfant va se rappeler qu'à chaque fois qu'il approche les mains de là, il subit une douleur, même une petite douleur, même une douleur symbolique, mais une douleur potentielle quand même, et donc il va être un petit peu freiné dans son exploration. Peut-être que si on le voit autrement, si on se dit mais en fait il est en train d'explorer, il met les doigts dans la prise, j'enlève ses doigts de la prise, il me regarde dans les yeux, il remet ses doigts dans la prise, qui est une façon de me dire donc quand je fais ça, toi tu fais ça, est-ce que j'ai bien compris? Ma recommandation aux parents dans ces cas-là, c'est de lui réenlever doucement les doigts de la prise et de le féliciter, puisque finalement il a compris, de lui dire c'est très bien, tu as exactement compris ce que je ne veux pas que tu fasses. Et ça va recommencer peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, mais de l'expérience de toutes les personnes qui suivent ce conseil-là, ça ne va pas se reproduire plus de fois que si vous donniez une petite tape sur la main. Ça va être à peu près pareil. Au bout d'un moment, l'enfant va comprendre, ne va même plus mettre les doigts dans la prise, ne va plus être attiré par ça, et au final, on n'aura pas non plus freiné ses velléités d'exploration, on aura simplement sécurisé son environnement. Alors évidemment, ça, comme tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est pas des recettes éducatives, c'est des exemples illustratifs, schématiques, caricaturaux, pour essayer d'illustrer mes modèles de corps, relation, action, intention. La chose qui est importante de comprendre dans cette histoire, c'est que quand un enfant se construit, il se sécurise à un niveau avant de passer au niveau supérieur. Le corps sécurisé permet de voir les relations sécurisées permettent d'explorer le monde. Quand on a exploré le monde, on se retrouve
avec une certaine connaissance des conséquences de nos actions. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai un stylo dans la main, eh bien, je pourrais en faire plusieurs choses quand je suis un enfant. Un stylo, je pourrais taper sur la table, je pourrais le mordiller parce que j'ai mal aux dents, je pourrais écrire avec sur une feuille, ou écrire avec sur un mur, ou je pourrais le lâcher pour le faire tomber par terre, ou je pourrais le jeter sur quelqu'un. Bref, j'ai le choix. Et quand j'ai le choix, eh bien, je vais commencer à choisir, donc à exprimer une intention. Et quand je vais exprimer une intention de façon répétée, ça va permettre de définir une identité, petit à petit, qui va se dessiner. L'identité, elle se définit à la fois par le choix des actions qui sont faites de façon répétitive, et à la fois la façon dont ils sont reçus et interprétés par l'extérieur. Il y a une sorte de co-construction progressive de l'identité au travers de l'expression des choix et des intentions. Si un enfant passe son temps à dessiner sur des feuilles, par exemple, tout le temps, peut-être on va dire, tiens, c'est un artiste, c'est un petit artiste, et on va lui donner encore plus de feuilles et de crayons et de peinture, et on va finalement co-construire cette identité. S'il passe son temps à taper, on va peut-être se dire, c'est un petit musicien qui tape le rythme, ou on va se dire, il est un peu casse-pied, etc., etc., et on va co-construire cette identité par l'expression des intentions. Les intentions, quand on grandit, c'est plus juste seulement des intentions et ce qu'on veut faire, c'est aussi les principes en vertu desquels on agit. Les intentions, elles sont régies par des valeurs. D'accord ? C'est-à-dire que quand on grandit, on ne va pas forcément dire j'ai fait ça parce que je voulais ça. On va dire j'ai fait ça, par exemple, parce que je suis quelqu'un d'honnête. J'ai fait ça parce que je suis loyal. Ou j'ai fait ça parce que j'avais envie d'être plus libre. On va faire appel à des valeurs, des fois plus complexes, et pas forcément uniquement à des intentions. Alors bien entendu, maintenant que je suis allé sur les 4 étapes du modèle, il est bien clair que c'est un peu artificiel de les présenter comme totalement progressives. Elles s'intriquent tout le temps les unes aux autres, et elles commencent bien avant que l'étape d'avant soit terminée, si jamais elle l'est. Tout est un peu intriqué dans ce que j'ai présenté comme séparé, c'est pas à des âges précis, et puis le résultat est toujours là quand on est adulte. C'est pour ça que j'ai proposé d'appeler les 2 niveaux d'en bas le fond, et les 2 niveaux d'au-dessus la surface. C'est-à-dire que la surface, c'est ce que je constate, c'est ce que je peux voir et ce que je peux donner à voir à l'extérieur. Je peux donner à voir mes actions, je peux donner à voir les intentions qui sont derrière ou qu'on m'attribue en me regardant. D'accord ? Et ce que je ne vois pas de façon directe, je n'en vois que le résultat. Ce que je ne vois pas de façon directe, c'est dans quelle mesure je suis sécure au niveau du corps ou sécure au niveau des relations. Je vais voir que le résultat de ça. Donc la surface, c'est ce qu'on voit, les actes et les intentions des personnes. Et le fond, c'est la sécurité intérieure, le fond de sécurité sur lequel je m'appuie pour pouvoir agir et avoir des intentions. Ces 4 niveaux de fonctionnement sont extrêmement importants, comme on va le voir dans les prochaines vidéos. Si pour l'instant ça vous paraît un petit peu compliqué, revoyez la vidéo à nouveau, refaites le schéma, et au fur et à mesure des explications, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses qui vont devenir un petit peu plus fluides pour vous, et vous verrez que les choses se clarifieront au fur et à mesure des vidéos, un peu comme si...